pour nous présenter, pour nous raconter M. Gustave Eiffel, j'ai le plaisir d'accueillir M. Frédéric Seitz. Bonsoir, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc Frédéric Seitz est architecte des PLG honoraires, professeur des universités honoraires également, chercheur à l'école des hautes études sciences sociales, professeur à l'école spéciale d'architecture, également à l'université de technologie de Compiègne. Il a notamment publié La Tour Eiffel, 100 ans de sollicitude aux éditions Belin en 2001, Le Trocadéro, Les métamorphoses d'une colline de Paris, toujours aux éditions Belin en 2005. Et enfin, ce qui nous intéresse plus précisément, Gustave Eiffel, Le triomphe de l'ingénieur, chez Armand Collin en 2014. Un grand merci pour avoir accepté notre invitation. Et donc, à vous la parole. Merci à vous. Voilà. Et donc, en attendant que M. Seitz s'installe, donc à la fin de son intervention, comme à chaque fois, vous aurez la parole pendant un quart d'heure et les spectateurs des autres salles aussi pourront poser leurs questions par SMS. Il y aura un numéro qui s'affichera à ce moment-là. Merci beaucoup de cette présentation. Vous aurez compris qu'une bonne partie de ma carrière universitaire a été consacrée au métal. Ma carrière d'architecte aussi, puisque en fait j'avais un patron d'atelier, comme on disait à l'époque, à l'école des Beaux-Arts, qui était lui-même un grand architecte du métal. Il s'appelait Jacques Calice. Il a été lui-même élève d'un autre architecte du métal qui a beaucoup compté en France et à Paris en particulier. Donc il y a toute une histoire, enfin j'ai toute une histoire avec le métal depuis l'école des Beaux-Arts. Et c'est un matériau qui m'intéresse tout particulièrement parce que, comment dire, il permet des réalisations qui, sur le plan technologique, sont tout à fait exceptionnelles, tout en permettant aussi de développer une architecture qui, sur le plan des formes, des espaces, de la qualité des lieux dans lesquels nous vivons, et c'est quand même bien le but de l'architecture, présente aussi des avantages tout à fait extraordinaires. Alors on va en parler évidemment au travers de Gustave Eiffel, en sachant que l'histoire de l'architecture en France est habituellement présentée en deux temps. On a l'habitude de dire que l'architecture française du métal, l'architecture française du 19e siècle est l'architecture du métal, et que celle du 20e siècle est celle du béton. C'est partiellement vrai, pas totalement, mais il est vrai que la France a été, avec d'ailleurs la Grande-Bretagne en particulier, au XIXe siècle, un pays où les innovations technologiques en matière d'architecture métallique ont été tout à fait extraordinaires. Et Gustave Eiffel fait partie de tous ces ingénieurs et ces architectes, mais plutôt les ingénieurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui ont promu une méthode de construction tout à fait originale. Au départ, le métal apparaît pour des raisons très terre-à-terre. Vous savez qu'avant le 19e siècle, les villes étaient construites en bois. Beaucoup d'édifices publics étaient construits en bois, en particulier les théâtres. Et le 19e siècle est une période où il y a eu beaucoup d'incendies de grandes villes. De grandes capitales européennes ont brûlé. De grands bâtiments publics ont brûlé également, surtout à une période où l'éclairage se faisait à la bougie et pas encore à l'électricité. Et les constructeurs se sont à un moment donné posé la question de savoir comment remédier à ce problème d'incendie. Et ils ont trouvé la solution avec le métal, qui est un matériau qui pose évidemment des problèmes de résistance au feu, mais comme tous les matériaux, mais qui est un matériau qui a l'avantage de ne pas brûler. Et à condition de l'utiliser dans certaines conditions techniques bien particulières, on arrive à avoir des résultats avec l'architecture métallique qui aboutissent à construire des bâtiments beaucoup plus durables que ceux que l'on faisait dans les périodes précédentes. Alors, Gustave Eiffel, qui a joué un rôle très très important dans ce processus, est un personnage complexe, évidemment, sinon il n'aurait pas été Gustave Eiffel.
il a 3 vies en gros, 3 vies très différentes. D'abord sa vie, ses premières années, qui sont ses années de formation, qui ne le destinent pas, on va le voir, à la construction métallique. Ses années de constructeur métallique, pendant lesquelles il va faire un certain nombre d'opérations très très importantes. C'est une vie qui s'achèvera avec la Tour Eiffel, on le verra tout à l'heure. Et puis, il a une 3e vie de scientifique qu'on connaît beaucoup moins. Et ce qui est tout particulier dans son parcours, c'est qu'il a excellé comme constructeur métallique et il a excellé comme scientifique. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et c'est tout à fait étonnant et un peu étrange, enfin même assez rare, qu'une seule personnalité soit capable d'obtenir des résultats de très haut niveau dans des disciplines aussi différentes les unes des autres que la construction, la science et, vous verrez tout à l'heure, plusieurs disciplines scientifiques dans lesquelles il est intervenu. Voilà, donc je vais essayer de vous le présenter de façon aussi complète que possible dans le temps qui m'est imparti ce soir. 2 mots sur les sources qui nous ont permis de travailler sur Eiffel. Alors je dis nous parce que je suis pas le seul à avoir écrit des ouvrages sur Eiffel. Bien entendu, c'est un personnage qui attire beaucoup de chercheurs et c'est normal. Il y a à propos d'Eiffel une facilité de travail qui est évidente et qui est liée au fait qu'il a laissé des archives très conséquentes. Toutes les archives de Gustave Eiffel sont regroupées au musée d'Orsay à Paris. Elles sont accessibles sans problème par qui veut les consulter. Elles sont très complètes. Elles ont un gros inconvénient, c'est que c'est Eiffel lui-même qui les a structurées. Et qu'on peut penser qu'il les a laissées pour forger son histoire après sa mort telle qu'il voulait qu'elle soit. Et c'est assez évident quand on consulte ses archives, il y a des trous qui sont étranges. Il n'y a rien sur sa vie privée, absolument rien sur sa vie privée, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en revanche, beaucoup d'informations, évidemment, sur ses constructions, sur ses travaux scientifiques, qui permettent quand même d'avancer dans la connaissance du personnage. Voilà, donc c'est des archives à double tranchant, je suis tenté de dire. Très, très complètes, très intéressantes, donc très utiles par le chercheur, mais en même temps très orientées par le fait que c'est Le Corbusier lui-même, Le Corbusier, c'est parce que je pense à Le Corbusier qui a fait exactement la même chose. Et vous savez que Le Corbusier a aussi fait des réalisations à Pessac très importantes. Mais c'est un peu le même processus, quoi. Ce sont des gens qui construisent leur légende de leur vivant. Voilà. Et donc il faut évidemment regarder ces archives avec beaucoup de circonspection et il faut les recouper avec d'autres sources. C'est un travail qui est très long, très difficile, mais qui permet d'avoir des résultats tout à fait intéressants. Alors, la première vie de Gustave Eiffel, c'est sa vie de formation, je suis tenté de dire. Donc il naît à Dijon en 1832. Il est issu d'une famille qui est une famille plutôt commerçante, plutôt aisée, qui fait partie de la bonne bourgeoisie dijonnaise, et qui tient à ce que leur fils fasse des études brillantes. Et donc il est inscrit dans les bons établissements à Dijon pour faire ses études secondaires. Et la question va se poser de savoir quelle école il va faire. Alors, il faut savoir que nous sommes au début du XIXe siècle, le premier tiers du XIXe siècle, première moitié en tous les cas. Les métiers porteurs à cette époque-là, dans les milieux bourgeois, ce sont les métiers d'ingénieurs. C'est une période où on a créé beaucoup de grandes écoles d'ingénieurs. Évidemment, la plus grande, l'école polytechnique, qui est une école ancienne déjà à cette époque-là.
toutes ces écoles d'application, en particulier l'école des mines, l'école qui est devenue l'école des ponts et chaussées. Et c'est ce parcours-là qu'on cherche à faire suivre aux bons élèves. Alors évidemment, ça se prépare. Je ne sais pas s'il y a des polytechniciens parmi vous, mais ceux qui ont approché un peu Polytechnique savent que ça se prépare très tôt. Comment dire, il faut lui trouver une classe préparatoire qui donne des résultats probants rapidement. Il y en a plusieurs à Paris. Paris s'est spécialisé dans ce... c'est pas un business, mais presque, de préparation à Polytechnique. Et à Paris, il y a en particulier un collège qui s'appelle Sainte-Barbe. Le collège Sainte-Barbe est un collège qui est installé à côté du Panthéon. Les bâtiments existent toujours. Et c'est une école où on prépare les étudiants au concours de Polytechnique et qui est une école de très haut niveau. Alors comme Gustave Eiffel a été un bon élève à Dijon, il est pris à Sainte-Barbe et il va y faire ses classes préparatoires, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des classes préparatoires. Il va présenter le concours à Polytechnique, mais il va échouer. Pas beaucoup, mais échouer. Il n'est donc pas pris à Polytechnique, mais en tous les cas, il a un rang de classement qui est suffisant pour lui permettre, ce qui était possible à l'époque, ce qui ne l'est plus aujourd'hui, de rentrer dans une autre grande école, qui elle est toute neuve, qui est l'école centrale des arts et manufactures. C'est celle qu'on appelle aujourd'hui l'école centrale, tout simplement. Et cette école centrale est une école qui est à l'époque récente, puisqu'elle a été créée en 1829, dans un but très précis, qui était de compléter Polytechnique, et non pas de faire concurrence à Polytechnique. Polytechnique préparait à l'époque essentiellement à des carrières militaires, aujourd'hui à des carrières d'ingénieurs des grands corps techniques de l'État. Centrale se crée pour créer des ingénieurs dont ont besoin les entreprises. Donc c'est un socle de connaissances commun, mais une manière d'entreprendre ou d'entrevoir la vie différente. D'un côté, les grands ingénieurs de l'État, les grands corps techniques de l'État, de l'autre côté, les créateurs d'entreprises. Donc il va être pris à Centrale et il va y faire une scolarité qui est pas exceptionnelle. Les dossiers de l'école centrale laissent penser qu'il s'amusait beaucoup, mais que les études, il les faisait un petit peu quand il avait le temps. Ce qui n'empêche pas de sortir diplômé de l'école centrale en 1855. Donc il est titulaire à Centrale, avec le diplôme de Centrale, d'un diplôme de très très haut niveau. Ce qu'il faut remarquer, c'est que son diplôme, il ne l'obtient pas dans le domaine de la construction. Centrale est une école où vous avez plusieurs sections. Il l'obtient dans le domaine de la chimie. Alors ça, c'est un élément qui est important. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Gustave Eiffel avait un oncle qui était patron d'une grande usine chimique, et sa famille s'était imaginé que, avec son diplôme de l'école centrale, il pourrait prendre la direction de cette usine. Sauf que il y a eu de graves problèmes familiaux, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, que les frères se sont disputés et que Gustave Eiffel n'a plus pu entrer dans l'usine de son oncle. Et donc il se retrouve avec un diplôme de chimie. Il va travailler un peu à gauche à droite, enfin sans grand projet. Le problème qui se pose, c'est que ces ingénieurs civils, sauf avoir de la famille qui est déjà une famille d'entrepreneurs et qui donc reprennent les affaires familiales, se retrouvent généralement pourvus d'un diplôme, mais avec la nécessité de continuer de faire leur classe, hein, c'est-à-dire de trouver une insertion dans la vie professionnelle. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec les écoles d'ingénieurs que nous connaissons. J'étais moi-même professeur à l'Université de technologie de Compiègne
comme on vous l'a dit, et nos élèves, nos étudiants avaient beaucoup de stages qui étaient des moments où ils pouvaient prendre contact avec le monde du travail, et souvent ces stages, en particulier les derniers stages, leur servaient à trouver un emploi définitif. Donc c'est un peu le même processus. Il faut, après l'école, continuer à travailler, à mettre les mains dans le cambouis, à dépasser le cadre scolaire pour apprendre à connaître le monde de l'entreprise. C'est ce qu'il va faire, mais en partie à cause des relations familiales, qui ne sont plus là des relations familiales, mais des relations elles-mêmes professionnelles, il va petit à petit s'orienter vers le monde de la construction. Donc en fait, il est constructeur par opportunité, parce que ça se présente comme cela. On ne peut pas dire qu'il avait vocation à être constructeur. Il va rencontrer à ce moment-là un entrepreneur qui est un entrepreneur réputé, qui s'appelle Neveu, qui va lui permettre de faire ses premières armes. Et alors, et c'est là que c'est intéressant de faire cette présentation à Bordeaux, parmi les premières armes auxquelles il va être confronté, Neveu va lui confier la construction d'une passerelle sur la Garonne, à Bordeaux, pour, à l'époque, relier les deux gares, puisque les deux gares de Bordeaux, il y avait Saint-Jean et la gare sur la rive droite, fonctionnaient toutes les deux, mais elles dépendaient de compagnies différentes, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de SNCF, mais les chemins de fer étaient gérés par des compagnies privées. Et donc, il fallait trouver une liaison entre les trains qui arrivaient ou qui partaient de la gare de la rive droite et les trains qui partaient ou arrivaient de Saint-Jean. Et donc, on a construit cette passerelle métallique qui évitait de faire la traversée de la Garonne en bateau, parce que c'est comme ça un peu comme on faisait à l'époque, et donc d'avoir un moyen de communication plus facile. Donc, Neveu lui confie ce chantier, mais, et j'insiste là-dessus, Eiffel ne fait pas la conception de la passerelle. La conception est faite par un ingénieur qui s'appelle Paul Regnault, qui était un grand ingénieur à cette époque-là. Et Eiffel, en fait, va être responsable du chantier. Donc il va y faire des choses très étonnantes. Et en particulier, il va y développer des méthodes d'organisation du chantier qui sont tout à fait originales et intéressantes. Sachant que construire une passerelle en métal n'a évidemment rien à voir avec la construction d'un pont en pierre, voire d'une passerelle en bois, qu'il faut se préoccuper des approvisionnements de matériaux, qu'il faut se préoccuper de leur stockage, qu'il faut se préoccuper de leur montage, que tout ça demande des personnels dont il faut également s'occuper. Donc il fait un travail tout à fait énorme et tout à fait intéressant qui va lui être évidemment très utile par la suite. Mais si je fais une comparaison avec la période contemporaine, on dirait que Gustave Eiffel a été le chef de chantier de cette opération-là. Il n'en a pas été le concepteur. Et donc c'est assez étrange que cette passerelle ait pris le nom de Eiffel, puisqu'en général on donne le nom d'un constructeur à un bâtiment qu'il a conçu, c'est ou l'architecte ou l'ingénieur, mais c'est un bâtiment qu'il a conçu. Là, il ne l'a pas conçu, il l'a simplement, ce qui est déjà énorme, hein, mais il l'a simplement... Il l'a mis en musique, si on peut dire, hein, il l'a mis en œuvre, mais sans en être le concepteur à l'origine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette passerelle, par un concours de circonstances dont on reparlera peut-être tout à l'heure, a été classée monument historique. C'est-à-dire que la passerelle qu'il n'a pas conçue a un degré de protection aujourd'hui supérieur à la tour Eiffel, qui est simplement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dans lequel, évidemment, il a joué un rôle beaucoup plus important. Voilà, donc c'est une anecdote un petit peu amusante. Bon, il reste quand même que Gustave Eiffel a, à l'occasion de ce projet,
développé des méthodes de mise en œuvre qui sont tout à fait exceptionnelles, tout à fait intéressantes et qui vont beaucoup le servir par la suite. Alors une fois, bon ça c'est une opération parmi d'autres, hein, je ne vais pas évidemment vous présenter la totalité des opérations de Gustave Eiffel. Un petit mot là-dessus quand même, on a le carnet de commandes des entreprises Eiffel jusqu'en 1893, qui est la date à laquelle il abandonne son entreprise, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on sait très précisément tout ce qu'il a construit pendant cette période-là. Il y a énormément de choses, voilà, je ne peux pas toutes les énumérer, bien entendu, donc je vous parle là aujourd'hui des principales. Alors, on arrive à l'année 1862, où il est un entrepreneur, ou en tous les cas un constructeur, il n'est pas encore entrepreneur, mais c'est un constructeur qui fait parler de lui, parce que les méthodes de mise en œuvre qu'il développe sont intéressantes et originales. Il arrive à un moment de sa vie où il ressent le besoin de se marier, de trouver une femme. Et quand je dis trouver une femme, c'est pas un jeu de mots. Enfin, c'est volontaire. On ne connaît rien de la vie privée de Gustave Eiffel, absolument rien. Pour une raison très simple, c'est que ses archives ne contiennent rien à ce sujet. Pas une lettre, pas un mot. Pas un article, rien, absolument rien. Donc on sait simplement qu'il va se marier avec une jeune femme. Je vais vous livrer ce que m'a avoué une de ses descendantes, c'est qu'il a cherché une femme comme on cherche du personnel. Hein, c'est-à-dire qu'il a mis sur l'affaire, pardon du terme, 2 personnes, son notaire et son curé. Voilà. Et donc, il a trouvé... Alors, il a eu plusieurs parties, il a eu plusieurs propositions, mais comme il n'était pas très riche, les pères des jeunes filles n'étaient pas tout à fait d'accord, donc il a raté plusieurs occasions. Et il a fini par trouver une jeune femme qui a bien voulu de lui et dans la famille, surtout, a accepté le mariage. Ils ont eu 5 enfants. Mais cette jeune femme était très malade et elle est morte après la naissance du 5e. Gustave Eiffel se retrouve donc veuf très jeune. Il ne s'est jamais remarié. Il ne s'est jamais remarié. Il a, à partir de là, élevé ses enfants seul, en tous les cas, on l'imagine, ou en tous les cas avec du personnel, parce qu'il avait les moyens d'avoir du personnel. Il avait une fille aînée, dont un autre membre de la famille m'a dit, là je vous livre des secrets de famille, dont un autre membre de la famille m'a dit qu'il l'avait élevée sur le modèle de la femme qu'il aurait aimé avoir. Voilà. Et cette jeune fille a toujours vécu avec Gustave Eiffel. Jusqu'à la mort de Gustave Eiffel, elle a vécu avec lui. Elle-même s'est mariée, avec d'ailleurs le directeur des entreprises Eiffel, qui était lui-même un polytechnicien. Et le couple a vécu avec Gustave jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'est tout ce que l'on sait. On n'a pas d'autres informations sur la vie privée. Donc je sais que le film fait des hypothèses voilà, que je ne peux pas dire si elles sont vraies, si elles ne sont pas vraies. De toute façon, c'est sûrement un très joli film sur le plan cinématographique, mais je ne suis pas totalement convaincu que la vérité historique soit complètement respectée, mais ce n'est pas très grave. C'est un film et ce n'est pas une présentation scientifique. Voilà, donc il se marie. Alors une fois qu'il est marié, il monte un bureau d'études d'ingénieur conseil. Voilà, il est comme tous les centraliens, il veut absolument monter son entreprise. Donc il va quitter ses patrons successifs. Il monte un bureau d'études et ce bureau d'études se transforme rapidement en entreprise de construction métallique qui va être installée dans la banlieue parisienne à Levallois-Perret. Qui est à l'époque, n'est pas le Levallois-Perret que l'on connaît, qui est aujourd'hui une banlieue chic de Paris, mais qui est à l'époque une zone, véritablement une zone, où il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'artisanat, beaucoup de pauvreté même, c'est pas une zone très riche, hein, c'est une zone de travail, d'industriel. Entreprise qui n'est pas très importante. Même au moment de la construction de la Tour Eiffel, elle
elle ne regroupera jamais plus de 300 à 400 personnes, ce qui est très peu face aux mastodontes qui existent alors en France en matière de construction métallique. Je pense en particulier à des entreprises comme Caille, qui étaient des entreprises qui regroupaient des milliers de personnes et qui étaient une force de frappe tout à fait extraordinaire. Et c'est intéressant parce que Eiffel n'a pas brillé par la taille de son entreprise, mais il a brillé par la qualité technique des réalisations qu'il proposait. Donc ça a été ça, sa force. Ça a été de dire, je suis un petit, je reste petit, mais ce que je vais faire va être de meilleure qualité que ce que font les gros. Et on est allé le chercher pour ça, et c'est comme ça qu'il a monté, qu'il a fait prospérer son entreprise, et qu'il a lui-même construit quelque chose d'essentiel, tant au plan industriel que personnel. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler également tout à l'heure. Et avec cette entreprise, il va commencer par faire ce que font tous les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire les petits travaux qu'on lui propose. Alors il va faire des ponts, il va faire des bâtiments, des églises, il va construire des usines à gaz qui à l'époque sont très très importantes. C'est de la construction qui est à mi-chemin entre la chaudronnerie et la construction proprement dite. Alors il faut savoir que les entreprises de construction métallique à cette époque-là étaient des entreprises qui avaient plusieurs cartes. Elles étaient constructeurs métalliques, mais ils savaient aussi construire des locomotives, ils savaient aussi construire des wagons de chemin de fer, ils savaient aussi construire des charpentes métalliques. Ils savaient aussi faire des réservoirs de gaz pour les usines à gaz qui, à l'époque, étaient très importantes, dans les villes où le gaz était une source d'énergie tout à fait essentielle. Donc, ils étaient vraiment multicartes. Hein. Et donc, au départ, c'est ce que fait Gustave Eiffel. Et puis, petit à petit, on va voir qu'il va abandonner tout ça, tout ce travail qui est très alimentaire, mais qui n'est pas très gratifiant sur le plan intellectuel. Et il va s'orienter de plus en plus vers le secteur de la construction proprement dite, où il va faire les grandes réalisations que nous connaissons déjà. Alors, une fois que son entreprise est montée, Gustave Eiffel va commencer à montrer ce qui est une de ses grandes qualités, c'est de savoir s'entourer. Et ça, c'est un élément qui est très très important. Les grands dirigeants sont des dirigeants qui savent s'entourer. Je me souviens d'une ministre qui m'avait dit ça une fois. Elle m'avait dit un bon ministre, c'est un ministre qui a un bon cabinet. Bon, ce qui est tout à fait vrai. Et Gustave Eiffel avait compris ça. Il avait compris que s'il voulait percer dans le domaine de la construction métallique, il fallait qu'il s'entoure de compétences rares. Donc il est allé chercher les gens dont il avait besoin. Le premier qu'il a trouvé est un dénommé Théophile Seyrig. Alors Théophile Seyrig, c'est un centralien également, qui pour Gustave Eiffel avait deux avantages. Le premier, c'est qu'il était excellent sur le plan technique. Et ça, les jeunes talents, on les repère très vite dans les écoles d'ingénieurs. Le deuxième avantage, c'est qu'il était riche. Et donc, il a apporté dans l'entreprise Eiffel des capitaux dont Gustave avait besoin. Donc, il a apporté les capitaux et la compétence. Le problème, c'est que Gustave Eiffel lui a fait comprendre dès le départ que le patron, c'était lui, capitaux ou pas capitaux. Et donc, il a eu Théophile Seyrig, a eu un contrat très bancal, dans lequel, en fait, il apportait tout, mais récupérait peu de choses. Et cette association n'a pas pu durer. Il y a un moment donné où Seyrig a dit « Zut, je veux ma part du gâteau ». Gustave Eiffel lui a dit non, et Seyrig a dit « C'est comme ça, je m'en vais ». Voilà. Donc ils se sont séparés. Mais pendant qu'ils ont été associés, ils ont commencé à faire ensemble des choses tout à fait intéressantes, en particulier dans le domaine du bâtiment. Et là, je voudrais citer deux exemples. Le premier, c'est un pont qu'il a construit au Portugal, à Porto. C'est un pont sur une rivière qui s'appelle le Douro, qui est un pont de chemin de fer
qui lui a été commandé dans un contexte un petit peu particulier. C'est que ce pont devait permettre au chemin de fer de passer d'une rive à l'autre. Bon, ça, c'est un problème auquel les ingénieurs ont l'habitude de répondre, mais sans point porteur intermédiaire. C'est-à-dire que le passage de la rivière devait être laissé libre. Et donc Gustave Eiffel a inventé, avec Seyrig, une méthode de construction qui est le pont en arc. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé le pont en arc, ça existait déjà avant, mais c'est lui qui l'a mis au point au moyen du métal. Alors cette réalisation est assez extraordinaire parce que vous imaginez que sans avoir les outils informatiques que nous avons aujourd'hui, sans avoir les données GPS dont nous disposons tous aujourd'hui sur nos portables, sans avoir aucun outil technologique que nous connaissons aujourd'hui, il a construit ce pont en partant de chacune des deux rives, c'est-à-dire qu'il a construit l'arc en partant de chacune des deux rives, et qu'il a fallu que cet arc, dont vous voyez la photo, que les deux parties de cet arc se rejoignent au milieu. Voilà. Donc voilà une des premières innovations technologiques très complexes qu'il met en place avec les outils qu'il avait à son époque, c'est-à-dire des outils très rudimentaires. Tout cela est fait en métal, en construction industrialisée. C'est-à-dire que ce sont des opérations, et on le reverra après pour les autres, pour la suite, ce sont des opérations qui sont dessinées en bureau d'études de manière extrêmement précise, fabriquées en atelier, les pièces sont fabriquées en atelier, elles sont amenées sur le chantier et elles sont montées. Donc, zéro erreur, parce que la moindre erreur, évidemment, empêche le montage. Et si, arrivé à la clé de la courbe, on ne peut pas se faire rejoindre les deux parties qui doivent se rejoindre, et vous imaginez qu'il y a un gros hic. Bon. Donc c'est une opération très importante qui va commencer à faire parler d'Eiffel très, très sérieusement. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a à Porto un deuxième pont métallique. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Porto. Il y a un deuxième pont métallique qui est au centre-ville, alors que celui-ci est un petit peu extérieur à la ville. Enfin, quand je dis extérieur, il est à 100 ou à 200 mètres à pied, c'est pas très loin. Mais le premier pont est en plein centre-ville. Il ressemble beaucoup à celui-là, sauf qu'il n'est pas d'Eiffel. Et c'est Seyrig qui va le construire, parce qu'après leur séparation, Seyrig va prendre sa revanche. Et dans un deuxième concours, c'est lui qui obtiendra contre Eiffel le projet de la construction du second pont de Porto. Mais ce qui est amusant, c'est que le premier étant en centre-ville, c'est celui que l'on voit d'abord quand on visite Porto. Et beaucoup des visiteurs de Porto pensent que le pont de Seyrig a été construit par Eiffel. Donc on ne prête qu'aux riches. Et ça s'est vérifié assez rapidement. Voilà. Et alors le deuxième bâtiment qu'ils construisent ensemble est une gare très importante qui est la gare de Budapest, qui est une très belle réalisation que vous voyez là également, qui est très intéressante parce que au XIXe siècle, on construit évidemment beaucoup de gares dans les grandes villes, en particulier à Paris. La gare est l'espace de l'ingénieur. Mais on considère que pour être présentable à la ville, il lui faut une façade qui soit une façade d'architecte. Et donc, en fait, la construction des gares se fait en deux temps. Toute la partie arrière et la partie de l'ingénieur, c'est la partie des trains, et la façade sur la ville est la façade des architectes. À Bordeaux, ils n'ont pas ce genre de pudeur. À Budapest. Ils n'ont pas ce genre de pudeur, et ils ont raison. Et donc, Gustave Eiffel va réussir à construire un bâtiment dont la structure métallique arrive jusqu'à la façade sur la ville. Et ça fait une très très belle façade entièrement vitrée.
qui est vraiment très très réussi. Et ça donne à cette gare un aspect très très particulier. Et c'est une avance sur ce qui se fait dans les grandes capitales occidentales. Ce qui est intéressant, c'est que Gustave Eiffel va commencer, à partir de là, à bâtir un discours très novateur, qui va être le suivant. Messieurs les architectes, vous savez faire de très belles choses avec des matériaux traditionnels, la pierre, le bois, je ne sais quoi. Mais moi, ingénieur, je vais vous montrer qu'avec un matériau comme le métal que vous ne voulez pas utiliser, et c'est vrai que les architectes au XIXe siècle ne voulaient pas utiliser le métal parce qu'ils considéraient que c'était un matériau d'ingénieur. Et donc, moi, ingénieur, je vais vous montrer qu'avec le métal, je suis capable de créer des formes d'architecture que vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas faire. Et donc, il va y avoir une espèce de compétition qu'il va établir entre l'esthétique de l'architecte et l'esthétique de l'ingénieur. Et il va commencer à construire un discours sur la place de la technologie dans l'art. Et ça, c'est très intéressant. Aucun de ses concurrents n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais osé le faire. Mais il va vraiment mettre les pieds dans le plat. Ça va lui coûter beaucoup d'ennemis, mais ça va lui permettre de s'installer dans le paysage. Et toujours, voilà, c'est le petit entrepreneur, 300-400 personnes, qui est capable d'innover au plan technologique comme ne savent pas le faire les très grosses entreprises, et en même temps d'innover dans le domaine du discours et de modifier les rapports, en quelque sorte, entre architectes et ingénieurs. Alors après ces opérations, donc Zurich s'en va et Gustave Eiffel se trouve devant l'obligation de recruter de nouveau, et il va là encore une fois faire des recrues de très très grande qualité. Émile Nouguier, qui est un ingénieur de l'école des mines, et pardon, son nom m'échappe, Maurice Coquelin, qui est lui-même un ancien élève de Karl Kuhlmann à Zurich, qui était un célèbre chercheur en matière de statique graphique, qui est une méthode de dessin qui est très, très adaptée à la problématique de l'industrialisation des bâtiments. Et donc, il se retrouve là alors, avec des gens qui n'ont pas de capitaux, mais qui ont de grandes compétences techniques. Les capitaux, il n'en a plus besoin. Il les a déjà réunis très largement avec les opérations qu'il a faites. Donc, il peut maîtriser son entreprise sur le plan financier. En revanche, il a besoin, pour la technique, d'avoir des ingénieurs de très haut niveau. Et on voit se dessiner le personnage de Gustave Eiffel, qui, en fait, plus qu'un constructeur, est un entrepreneur. C'est un homme qui sait recruter les compétences, qui sait réunir les capitaux. On va le voir plus tard, qui sait réunir les décideurs. Il sait parler aux politiques, il sait parler aux grands responsables de la maîtrise d'ouvrage. Et avec ce tandem Nouguier et Coquelin, il va continuer dans des opérations tout à fait exceptionnelles. Et je vous en présente quelques-unes rapidement. La première, c'est le viaduc de Garabit, qui est une célèbre réalisation française, dans laquelle vous voyez sur l'image de gauche ce que je vous disais tout à l'heure sur la méthode de construction. À quelques détails près, il y a des différences avec le viaduc de Porto, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances également. Vous voyez, c'est une photo qui a été prise pendant la construction du pont, et vous voyez bien les deux arches qui partent de chacune des deux rives et que l'on fait se rejoindre en leur milieu. Alors là aussi, méthode complètement industrialisée, gros travail de bureau d'études, gros travail de fabrication. J'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure, c'est qu'en matière de construction métallique, on ne compte pas en mètres, mais on compte en millimètres. C'est-à-dire qu'une poutre de 1 mètre en construction métallique, c'est une poutre qui fait 1000 mm. Et elle ne fait pas 999 ni 1001, parce que sinon elle ne rentre pas dans l'espace dans lequel vous voulez l'insérer. Donc c'est un mode de construction qui est très précis. En béton, on s'arrange toujours. Mais en construction métallique, on ne peut pas, parce que si on s'est trompé dans les calculs ou dans la fabrication, encore une fois, les deux parties de l'arche ne se retrouvent pas en leur milieu. Voilà, donc c'est un très beau pont qui s'intègre très très bien dans le paysage. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très très bien intégré dans son paysage.
Et là aussi, renforcement du discours sur l'esthétique et la technique. Donc des opérations comme ça, il va y en avoir beaucoup. Je ne les cite pas, évidemment. Je voudrais quand même vous parler des ponts portatifs, de ce qu'on a appelé les ponts portatifs. On est au XIXe siècle. On a besoin de ponts pour deux raisons principales. La première, c'est le développement des chemins de fer. Donc il faut franchir des rivières, il faut franchir des vallées. On a besoin de ponts. La deuxième, ce sont les guerres coloniales. Les armées partent à la conquête de territoires qu'elles ne connaissent pas. Elles ont besoin, elles aussi, de franchir des obstacles qui sont difficiles à franchir. Elles partaient jusque-là avec quelques outils et puis elles se débrouillaient pour faire des ponts en bois avec les bois qu'ils trouvaient sur place. Pas très pratique. C'est là que les ingénieurs vont leur faire des propositions qui les intéressent beaucoup. C'est de dire, mais écoutez, nous, on est capable de vous construire des ponts, des mécanos. Voilà, et c'est exactement un mécano comme ceux qu'on a tous eu quand nous étions plus jeunes. On va vous faire des mécanos. Ces mécanos, vous les ferez monter par vos gens du génie. C'est pas très compliqué, n'importe quel soldat sait le faire. On va vous montrer comment il faut les monter avec des boulons, pas de rivets, mais des boulons, enfin des choses très simples. Et vous allez pouvoir les monter, passer dessus, et puis, si c'est nécessaire, les démonter, et puis aller les remonter plus loin. Et les armées coloniales vont se servir de ces outils-là de manière très, très importante. Pareil pour les compagnies de chemin de fer qui vont trouver, là, avec le métal, la possibilité de réaliser très, très vite des ponts dont elles ont besoin. Alors, là aussi, vous voyez tout l'intérêt de l'industrialisation, hein, c'est-à-dire que gros travail du bureau d'études, gros travail de fabrication, et ensuite le montage, c'est rien du tout, ça va très vite, et ça peut être fait presque par, je dirais pas n'importe qui, mais enfin par des gens qui n'ont aucune expérience en matière de construction. Ça va être une manne financière énorme. Tous les constructeurs métalliques vont se jeter sur ce projet-là. Eiffel, comme les autres, ils vont en vendre au kilomètre, et ils vont bâtir des fortunes considérables. Et la fortune de Gustave Eiffel commence véritablement avec ces ponts portatifs. Et il en a construit dans le monde entier. Il en reste encore aujourd'hui en Europe, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Il en reste en Asie, il en reste en Amérique du Sud. Je crois qu'il y en a aussi en Afrique. Donc c'est absolument considérable. C'est une grosse opération. Et là, ces ingénieurs ont joué évidemment un rôle très très important dans la conception et la fabrication de ces ponts. Mais il va aussi, et c'est là que c'est intéressant, commencer à s'intéresser à des opérations plus prestigieuses. Le pont portatif, c'est de l'alimentaire facile. Mais il va, et c'est là aussi qu'il va bâtir sa notoriété, s'intéresser à des constructions plus prestigieuses. La Statue de la Liberté à New York, qui a l'opportunité de construire, après que Viollet-le-Duc est mort, puisque c'est lui qui avait été chargé par Bartholdi, le sculpteur, de concevoir la structure de cette statue. Problème très complexe, puisque cette statue est dans la rade de New York, dans un endroit qui est très vanté, que la statue est énorme, qu'elle est constituée de tôles de cuivre, qu'elle a une prise au vent qui est considérable, et que donc il faut construire à l'intérieur une structure qui soit très solide, mais en même temps très souple pour absorber les effets du vent, avec ce problème technique complémentaire très compliqué à résoudre, qui est que le cuivre et l'acier, ça fait très mauvais ménage, ça crée des phénomènes électriques qui abîment le cuivre en particulier, et que donc il faut trouver des solutions pour que l'une supporte l'autre sans qu'elles se touchent. Donc vous voyez le problème compliqué auquel il est confronté. Il l'a fait, et la Statue de la Liberté existe encore. Hein, donc c'est une belle réussite. Alors c'est pas une belle structure, mais c'est une structure technologiquement top niveau qu'il a mise en œuvre là. Et puis le deuxième exemple que je voulais vous présenter parmi les opérations de prestige, c'est l'Observatoire de Nice, qui est un observatoire qui est financé par
quelques opérateurs privés qui sont fanats d'astrologie, ou d'astronomie plutôt, et qu'il construit avec un architecte de très grand renom, et ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est Charles Garnier. Charles Garnier est déjà très connu à l'époque puisqu'il a construit l'Opéra de Paris, très très belle réalisation, dans laquelle il y a du métal, mais dans laquelle l'Eiffel n'est absolument pas intervenu. Et donc là, il va un peu faire allégeance aux classiques, aux architectes classiques, puisque Garnier est un architecte, c'est un prix de Rome, c'est un architecte très classique, de très grand niveau, enfin très grande sensibilité. Mais le fait de s'associer à lui, ça le fait entrer dans ce monde des classiques qui est aussi important de connaître. Et il va construire la coupole de cet observatoire, qui est un véritable chef-d'œuvre, puisque cette coupole doit tourner, vous imaginez, en fonction des astres, et que les observations de nuit doivent pouvoir se faire dans toutes les directions, et qu'il y a là tout un mécanisme qui permet à cette coupole, qui est posée sur un bain d'eau, d'huile, enfin c'est très compliqué, de tourner très facilement. Un homme la fait tourner seul, en la poussant. Donc c'est assez exceptionnel. Donc là encore, il utilise toutes les compétences de ses équipes pour réaliser cette œuvre qui existe encore aujourd'hui et qui est vraiment de très très grande qualité. Et on va parler de lui, parce qu'évidemment la Statue de la Liberté, on en parle, donc on parle d'Eiffel. Et l'Observatoire de Nice, on va en parler aussi, donc on parle encore d'Eiffel. Et donc petit à petit, il s'incruste dans ce paysage et il devient de plus en plus célèbre. Alors arrive la Tour Eiffel, 1889. Je ne vais pas m'étendre trop parce que je vois que le temps passe. Mais la Tour Eiffel, c'est un objet très étonnant. L'idée est la suivante. À la fin du XIXe siècle, tous les ingénieurs dans le monde se posent la question de savoir comment on peut construire une tour de 1000 pieds de haut. Parce qu'à l'époque, on compte en pieds, donc on n'a pas encore le système décimal, pas complètement. Et donc, on veut construire une tour de 1000 pieds de haut. 1000 pieds, c'est à peu près 300 mètres. Bon. Et tout le monde va essayer. Les Anglais essayent, les Américains essayent. Il en reste pour les essais des Américains l'obélisque à Washington, qui était un essai raté, puisqu'ils n'ont pas pu aller plus haut. Il ne fait que 160 mètres, il ne fait pas 300. Et les deux ingénieurs qu'Eiffel a recrutés vont à l'occasion de l'exposition de 1889, qui est une exposition très importante, puisque c'est l'exposition du centenaire de la Révolution française. Donc la France a obtenu que l'exposition se tienne à Paris, et donc la France doit briller. Et les deux ingénieurs d'Eiffel, Nouguier et Coquelin, vont présenter à Eiffel un jour un projet que vous voyez, peut-être on peut voir sur l'image. Voilà, ça c'est le premier dessin de la Tour Eiffel, dans lequel ils disent à Eiffel, compte tenu de ce qu'on avait déjà fait, nous on sait la faire, la tour de 1000 pieds, et on va la faire en métal. Et ce qui est assez étrange, c'est que Eiffel, qui lui est dans ses affaires à l'époque, diverses et variées, n'y croit pas trop. Mais il a l'intelligence de dire à ses deux ingénieurs, allez-y, bossez, mais vous ferez ça en dehors de vos heures de travail quand même, parce qu'il y a du boulot à l'usine, et donc il ne faut pas que ça perturbe le travail. Et les deux ingénieurs vont le faire, ils vont s'associer à un architecte, et ils vont sortir un projet qui va être présenté dans des expositions d'architecture à l'époque. Et un jour, Gustave Eiffel va se rendre compte qu'il tient là une pépite. Et donc, il va dire, eh ben, banco, on y va. Seulement, banco, on y va, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, je rachète tous les brevets que les deux ingénieurs ont déposés. Et deux, c'est moi qui manage l'affaire. Voilà. Donc les deux ingénieurs, Nouguier et Coquelin, n'ont pas eu grand-chose à dire. Eiffel était leur patron. Donc il a dit, je rachète les brevets, les employés n'ont pas pu refuser. Donc il les a rachetés pour pas grand-chose, et il a pris en main ce projet-là. Alors à partir du moment où il l'a pris en main,
Donc vous voyez que l'idée de la Tour Eiffel n'est pas une idée de Gustave. C'est une idée de Nouguier et Coquelin. Bon. Mais une fois qu'il l'a pris en main, il a fait ce que les deux ingénieurs ne savaient pas faire. C'est-à-dire réunir toutes les conditions pour que cette tour soit construite. Alors là, il va tout faire. Mettre les capitaux sur la table. Il a mis des millions de francs de sa fortune personnelle pour construire la tour. Il a réussi à négocier avec les pouvoirs publics des financements publics qui étaient à peu près 20% de ce que lui, Eiffel, mettait à titre personnel. Il a réussi à convaincre les organisateurs des concours de l'exposition universelle de rédiger le concours de manière telle que seul lui, Gustave Eiffel, pouvait construire cette tour de 300 mètres. De toute façon, il n'avait pas de concurrence, donc ce n'était pas très difficile. Bon. Et puis, il a mis ses équipes au travail, et là, donc ils l'ont construit. Donc, on voit que finalement, Gustave Eiffel, il est quoi? Il est plus un entrepreneur qu'un constructeur métallique. Un entrepreneur au sens où c'est celui qui entreprend, mais qui est en même temps capable de réunir toutes les conditions pour que les projets qu'il a envie de réaliser puissent se faire. Et ça demande un entre-genre financier, politique, économique, technique, qui est assez rare. Hein. Voilà. Donc il va construire cette tour Eiffel. Ça va être l'œuvre de sa vie. Il l'a construit dans les temps. Alors c'est là aussi, on a tout le dossier de la construction de la tour Eiffel. Des dessins considérables. Je crois que la tour Eiffel, c'est 7000 dessins de détail. Hein. Des fabrications en usine, une simple opération de montage sur le chantier. Hein. Donc il préfigure complètement la construction contemporaine. On dessine, on construit en usine et on monte sur le chantier. Et donc il va la réaliser dans les temps. Il va mettre en place des structures pour que cette tour Eiffel soit rentable, parce qu'il a mis 5 millions de francs sur la table, mais il avait bien l'intention de les récupérer. Donc il a mis en place une société de la tour Eiffel, au travers de laquelle il va obtenir la gestion de la tour. C'est-à-dire qu'il met l'argent sur la table, mais le produit, l'argent que va rapporter la tour Eiffel, en particulier la vente des billets pour monter dans les étages, va être pour lui. Il sera remboursé en 1 an. Donc au bout d'1 an, c'est bénef. Et là aussi, il va faire des fortunes énormes, qui va encore augmenter celles qu'il avait avec les opérations précédentes. Bon, il reste que c'est une opération tout à fait exceptionnelle. On cite évidemment sa hauteur. Bon, il est le premier au monde à avoir construit un bâtiment de 300 mètres. Le premier bâtiment qui a détrôné la tour Eiffel, c'est l'Empire State Building à New York, qui le détrône de quelques dizaines de mètres, 1930. Donc de 1889 à 1930, la tour Eiffel est restée le bâtiment le plus haut du monde, hein, inégalé. Alors il y a évidemment plein de soucis technologiques qu'il arrive à résoudre. Il y a évidemment le problème des fondations. C'est un bâtiment qui est assez léger, il fait 7000 tonnes. Ce qui n'est rien du tout pour un bâtiment. Mais 7000 tonnes, il faut quand même les supporter, surtout dans des terrains un peu meubles en bordure de Seine. Donc il y a des problèmes de fondation très compliqués qu'il arrive à résoudre, mais il avait déjà résolu des problèmes de fondation très compliqués dans ses opérations antérieures, donc ça, il savait faire. Les problèmes de financement, j'en ai parlé. Sur le plan technologique, le problème des ascenseurs. L'ascenseur est à l'époque quelque chose de tout à fait nouveau. Mais un ascenseur, habituellement, ça monte verticalement. Là, on ne monte pas verticalement. Je n'ai pas de photo de la tour Eiffel aujourd'hui, mais enfin, vous l'avez tout en mémoire. On monte sur des plans obliques, en particulier entre le rez-de-chaussée et le 2e étage. Comment fait-on pour faire un ascenseur oblique? C'est très compliqué. Et quand en 1981, il a fallu remplacer ces ascenseurs parce qu'ils commençaient vraiment à vieillir, on a eu toutes les peines du monde à trouver des entreprises qui savaient le faire. Hein. Donc vous voyez que c'est une réussite technologique qui est tout à fait extraordinaire. Et là encore, il a réussi à mobiliser les compétences pour mettre tout ça en œuvre.
Voilà. Alors la Tour Eiffel, c'est sa dernière réalisation. Après, il se passe que Eiffel va se lancer dans des opérations financières très juteuses. Je crois qu'il avait quand même de gros besoins financiers, hein, manifestement. Donc il a encore gagné beaucoup d'argent avec la société de la Tour Eiffel, en vendant des parts de sa société de construction. Enfin bon, je passe le détail de tout ça. Il réalise dans la période où il propose, dans la période qui suit, 3 projets qui ne seront pas réalisés, mais qui restent des projets très importants. Le premier, c'est le projet d'un métropolitain à Paris. Vous savez que Paris est très en retard par rapport aux grandes capitales mondiales pour la construction du métro. Donc on est au début du XXe siècle. Paris se décide enfin. Gustave Eiffel propose un projet qui est très intéressant, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan urbain. Mais son projet ne sera pas accepté. Donc exit le projet du métropolitain. Il propose un pont sous la Manche. Alors le pont sous la Manche, il est destiné à relier l'Angleterre, qui, vous le savez, a toujours beaucoup hésité à se relier au continent. Il a fallu attendre quand même les années 1980 pour avoir le tunnel sous la Manche. Lui a proposé un pont. Alors peut-être sur l'image suivante, on peut le voir. Ce pont, c'est en fait un tube qui est posé sur des appuis au fond de la mer. C'est pour ça qu'il a appelé ça un pont. C'est pas un tunnel, c'est pas creusé sous le sol marin. C'est un pont qui est posé sur des appuis. Bon, projet qui ne verra pas le jour non plus, notamment parce que les Anglais ont eu un petit peu peur que l'envahisseur arrive un peu vite, et donc exit ce projet-là. Et puis le troisième, c'est un projet de construction d'un observatoire d'astronomie sur le Mont Blanc, qui lui non plus n'a pas vu le jour pour des raisons techniques. Voilà. Donc il se retrouve avec des projets, voilà le pont sous la Manche. Et ces années d'échec vont être suivies par des périodes très sombres. Là, pardon, je vais aller très très vite là aussi parce que je vois que le temps tourne. Très sombre parce qu'il va y avoir plusieurs événements qui vont assombrir son horizon. Le premier, c'est qu'il se présente aux élections sénatoriales à Dijon en 1891. Donc, comme tout grand entrepreneur, grand bourgeois qu'il est devenu, il veut se lancer dans une carrière politique, mais on ne l'a pas attendu et il se plante complètement. Le deuxième événement, c'est la même année. C'est un pont qu'il a construit à Munchenstein qui s'effondre. Ça fait très... c'est assez désagréable dans le paysage. Surtout qu'il y a eu beaucoup de morts. Dédouaner en fait et montrer que l'effondrement du pont n'est pas dû à une erreur de conception ou de construction par Eiffel, mais à des erreurs de maintenance et de modification qui ont été ensuite réalisées par l'opérateur du pont. Mais bon, ça fait tâche quand même, et il a perdu beaucoup de sa notoriété, en particulier à l'étranger, où on a beaucoup plus parlé de cette affaire-là qu'en France. Là aussi, on peut penser que la presse française est restée discrète pour des raisons peut-être pas très avouables, alors que la presse étrangère s'en est donnée à cœur joie. Et jusqu'à New York, dans la presse américaine, on a vu des articles très virulents contre Eiffel à propos de l'effondrement de ce pont. Et puis le troisième élément, c'est 1893, l'affaire de Panama. Alors là, on peut dire qu'il s'est planté dans les grandes largeurs. En gros, l'affaire du canal de Panama est la suivante. Ferdinand de Lesseps, qui a fait le canal de Suez, qui traversait un désert, veut refaire l'expérience avec Panama et veut à Panama faire un canal, ce qu'on appelle un canal à niveau, c'est-à-dire qu'il part du niveau de la mer d'un côté, il arrive au niveau de la mer de l'autre. Sauf qu'on n'est pas dans le désert, mais on est dans les montagnes et on est dans un terrain particulièrement hostile. Et donc Ferdinand de Lesseps va se planter, l'affaire va prendre des proportions considérables. On finit par rappeler Gustave Eiffel qui avait dit dès le départ, mais il ne faut pas faire un canal à niveau, mais il faut faire un canal à écluse, et moi je vais vous le faire si vous me le donnez. C'est ce qui a fini par se faire, sauf que Panama a été un scandale financier que vous connaissez.
que tous les petits épargnants qui ont mis leurs économies dans cette affaire-là ont tout perdu, que les politiques, un certain nombre de politiques se sont honteusement enrichis, que tout cela a donné lieu à un procès financier retentissant à la fin du XIXe siècle, dans lequel Gustave Eiffel a été impliqué, dans lequel il a été condamné et dans lequel il a été blanchi par la Cour de cassation, mais sur des motifs de délai qui avait été dépassé, enfin, pardon, j'oublie le terme, pas sur le fond, mais sur la forme. Voilà. Donc il a été blanchi, mais voilà, c'est encore une affaire qui lui coûte cher sur le plan des affaires. Alors, il a 60 ans à cette époque-là, et il est un petit peu lassé de tout ça, donc il va décider de se retirer de son entreprise. Donc en 1893, il s'en va. Il confie ses affaires à ses collaborateurs. Il demande que l'entreprise ne porte plus son nom. Il ne veut plus entendre parler de construction. Donc c'est pour ça que la Tour Eiffel va rester véritablement sa dernière œuvre. Il ne veut plus entendre parler de construction. Il s'en va. Il a une famille. Il a des biens considérables. Il a un hôtel particulier à Paris dans le 8e arrondissement, rien que ça. Il a une maison en Suisse, il a une villa près de Nice, il a acheté un château pas très loin de Bordeaux, il a acheté à Ploumanac en Bretagne une maison pour l'un de ses enfants. Enfin bon, donc il a une fortune et le portefeuille en actions et en trésorerie est tout à fait énorme. Donc il est très très riche, il n'a plus envie de s'embêter avec les constructions, il quitte son entreprise. Et alors il va se consacrer, et c'est là que la deuxième carrière intervient, à quelques travaux qu'on appellerait aujourd'hui des sciences de l'ingénieur. Alors il y a 3 domaines qui l'intéressent, je vais très vite, pardon. Il y a 3 domaines qui l'intéressent. Le premier, c'est le domaine de la météorologie, qu'il peut étudier grâce à la Tour Eiffel. Parce que la Tour Eiffel est quand même le seul bâtiment... Alors, je ne vous ai pas parlé de tous les problèmes de la Tour Eiffel qu'on a voulu démonter. Il s'est battu becs et ongles pour la maintenir. Et il a fini par avoir gain de cause. Là aussi, il a fait preuve d'une science de la manipulation tout à fait exceptionnelle. Tout le monde pensait que la Tour Eiffel serait démolie à la fin de l'exposition de 1900. Il l'a laissé croire. Mais je peux vous dire qu'il avait préparé les contrats pour qu'il n'en soit rien. Et il a réussi très très bien. Et elle est toujours là aujourd'hui. Et évidemment, aujourd'hui, plus personne ne veut la démonter. Alors il reste que donc la Tour Eiffel est restée le seul bâtiment qui faisait 300 mètres de hauteur pendant très longtemps. On a pu y faire des expériences météorologiques parce qu'à 300 mètres, il ne se passe pas la même chose qu'au niveau du sol. Et donc il a fait avancer cette discipline de façon assez importante, mais avec une reconnaissance des milieux scientifiques qui est assez mesurée. En revanche, il a beaucoup travaillé sur la résistance à l'air. Alors la résistance à l'air, c'est le grand problème des constructeurs, que ce soit en métal ou en d'autres matériaux. C'est un problème très important. Comment fait-on pour qu'un bâtiment résiste au vent ? Il a eu ce problème pour la Tour Eiffel, évidemment, puisqu'à 300 mètres de haut, on a aussi des vents beaucoup plus violents qu'on les a au niveau du sol. Il les a eus pour ses ponts. Il y a eu un pont sur lequel il y a eu un accident de chantier parce qu'une violente tempête a fait tomber sa structure métallique qui était en cours de construction. Et là, dans le domaine de l'aérodynamique, il a fait des travaux très très importants qui ont été reconnus dans le monde entier. Il a obtenu des récompenses prestigieuses puisqu'il a une médaille très importante de la Smithsonian Institution de Washington. Et il a eu la médaille d'or du prix Coignet de la Société des ingénieurs civils de France, enfin de très très grosses récompenses. Et ces travaux sont très reconnus dans ce domaine-là. Et puis le troisième élément, c'est la télégraphie sans fil. Et là aussi, c'est la Tour Eiffel qui va l'aider. Alors il ne va pas le faire lui-même, la télégraphie sans fil, il va sous-traiter ça aux militaires qui en ont besoin, bien évidemment. Et le télégraphe va être mis en œuvre en France, enfin, va être étudié à partir de la Tour Eiffel et va se développer. Et on dit que la Tour Eiffel a joué un rôle très très important, en particulier dans le courant de la Première Guerre mondiale, et qu'en particulier
particulier, l'opération des taxis de la Marne est liée au fait que, grâce à la Tour Eiffel, les armées françaises ont réussi à avoir des informations que les armées allemandes auraient bien voulu que nous n'ayons pas, et ce qui a permis cette opération des taxis de la Marne par la suite. Voilà. Donc, 3 domaines très importants. Alors, pour la résistance à l'air, il est allé jusqu'à construire un laboratoire à Paris, enfin, il y en a eu un sous la Tour Eiffel, et puis il l'a transféré après dans le 16e arrondissement, rue Boileau à Paris, un laboratoire d'aérodynamique où il a fait des essais au vent tout à fait extraordinaires, qui ont beaucoup contribué à ses recherches et qui ont contribué à le faire connaître dans le monde entier. Ce laboratoire existe encore aujourd'hui et il fonctionne toujours. Il a été racheté par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Il est classé monument historique, aussi bien le bâtiment lui-même que les installations internes, donc on ne peut pas y toucher. Mais les installations internes fonctionnent toujours et il est toujours utilisé aujourd'hui pour des essais d'aérodynamique de bâtiments. On me dit dans son histoire qu'il a servi pour des essais de voitures et qu'en particulier des voitures comme la DS ont été étudiés dans ce laboratoire avant d'être lancés sur le marché tel que vous la connaissez. Voilà. Donc voilà à quoi s'occupe Gustave Eiffel à la fin de sa vie. Et c'est encore une fois, pensez que c'est un homme qui était un diplômé en chimie, qui fait de la construction métallique, il excelle dans la construction métallique, j'espère vous l'avoir montré, et il excelle en 3e lieu dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec la construction, enfin qui ont un lien avec la construction métallique, mais qui n'ont a priori rien à voir avec cette discipline, et qui va le faire reconnaître voilà, de façon très importante. Alors, Gustave Eiffel, et je vais terminer là-dessus très très vite, meurt en 1923, date intéressante, parce que au-delà du fait que c'est la date du putsch de Munich, ce qui place Gustave Eiffel dans la contemporanéité d'une certaine manière, c'est l'année aussi où les frères Perret construisent l'église Notre-Dame de Raincy. Bâtiment en béton armé de très très grande qualité et qui va faire entrer la France dans le domaine du béton armé. Donc il meurt, on a l'impression qu'il meurt au moment où la construction métallique va se terminer telle qu'elle existait au XIXe siècle en France. Voilà. C'est assez étrange. Donc il meurt, les funérailles sont grandioses, église Saint-Roch à Paris, tout le monde des affaires de la politique et se retrouve là. Enfin bon, c'est une très très grande manifestation. Et il est enterré à Levallois-Perret, où sa tombe existe toujours aujourd'hui. Voilà. Alors donc voilà pour la vie de Gustave. Alors quelques mots, si vous me le permettez encore, je peux encore quelques minutes, pour vous parler du devenir de ces outils industriels et scientifiques, parce que en France, on a l'habitude, lorsqu'un entrepreneur meurt, que son œuvre parte avec lui. Et c'est vrai en particulier dans les domaines de l'architecture. Alors 3 petits mots. L'entreprise Gustave Eiffel a continué à travailler sans Gustave Eiffel après son décès, mais n'a pas survécu à la prédominance du béton armé, a fini par être acheté, racheté, enfin bon, c'est très compliqué. Le groupe CFEM, la compagnie française d'entreprises métalliques, en avait fait une chose importante quand elle existait. Et puis après, il y a eu des entreprises de construction métallique comme Eiffage, le nom n'est pas tout à fait par hasard, qui a racheté la marque Eiffel, mais qui n'a pas racheté l'entreprise, puisqu'il n'y avait plus grand-chose de l'entreprise. Il y a eu des procès dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que la marque Eiffage a eu la prétention de récupérer le nom Eiffel et d'empêcher les descendants de Eiffel de l'utiliser, ce qui ne leur a pas plu. Mais c'est Eiffage qui a attaqué, ce ne sont pas les descendants de Eiffel. Et Eiffage a perdu, tant pis pour eux. Donc les entreprises existent toujours, mais elles n'ont plus le droit de porter le nom de Eiffel. Deuxième chose, la Société de la Tour Eiffel, qu'il avait créée pour gérer le fonctionnement de la Tour Eiffel après sa construction, existe toujours sous un autre nom aujourd'hui. Elle n'est plus une société privée, mais une société de la ville de Paris, à la suite d'un clash très important qu'il y a eu entre les actionnaires et Jacques Chirac lorsqu'il était maire de Paris. Donc Chirac a dit la Tour Eiffel m'appartient.
Enfin, elle appartient à la ville de Paris, ça c'est une réalité. Et donc j'en reprends la gestion, et puisque vous ne voulez pas faire ce que je vous demande, vous allez vous faire voir. Ça s'est très très mal passé. Et puis le laboratoire d'Auteuil, lui, il existe toujours, comme je vous disais, donc il est classé monument historique, et ses installations existent toujours. Alors, pour ce qui est des œuvres d'Eiffel elles-mêmes, elles font l'objet d'un effort de patrimonialisation très importante. On a beaucoup d'œuvres d'Eiffel en France qui sont classées au monument historique ou inscrites à l'inventaire supplémentaire. Alors la différence, c'est que l'inscription à l'inventaire supplémentaire est un classement moins important que le classement proprement dit. Comme je vous ai dit, la passerelle de Bordeaux est curieusement classée monument historique, alors que la tour Eiffel est seulement inscrite à l'inventaire supplémentaire. Mais c'est une œuvre qui est reconnue, et puis plein d'opérations sont classées et protégées aussi aujourd'hui. À l'étranger, la Statue de la Liberté et le pont sur le Douro sont protégés par les législations de chacun des pays. Et la Statue de la Liberté est elle-même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous voyez qu'il y a un effort de protection qui est très très important. Et puis, il y a eu aussi des hommages posthumes. Je voudrais en signaler 3. Un buste de Gustave Eiffel qui a été réalisé par le sculpteur Antoine Bourdelle au Champ de Mars et qui a été mise en place en 1928 sous la tour Eiffel. Une statue qui a été installée à Dijon. Alors, il y a eu des rapports compliqués à Dijon parce que après l'affaire du canal de Panama, Dijon a trouvé que c'était pas bien dans son tableau d'avoir un de ses citoyens qui s'appelait Gustave Eiffel. Ils ont débaptisé une rue à laquelle ils avaient donné son nom. Je trouve que c'est quand même pas très élégant. Puis finalement, ils ont redonné le nom d'une place à Gustave Eiffel. Et puis ils ont installé une statue qu'ils ont demandé à un sculpteur, Robert Rigaud, de faire, et que cette statue est aujourd'hui... Donc les rapports entre Gustave Eiffel et Dijon sont rétablis. Et puis, ce qui est assez curieux, une très belle composition musicale qui a été écrite par l'artiste Arvo Pärt, un grand musicien contemporain, qui a été jouée à la salle Pleyel en 2010, qui est une très jolie, voilà, que vous pouvez trouver sur le web assez facilement. Et puis la dernière chose que je voudrais signaler, c'est quand même le billet de 200 francs. La Banque de France, dans les années 1996, veut renouveler complètement la série de ses billets et veut orner ses billets de personnages célèbres. Alors il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, et Gustave a finalement été retenu pour le billet de 200 francs. C'est le seul ingénieur dont le portrait orne un billet de banque. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc c'est vous dire qu'il est rentré vraiment au Panthéon national, et c'est après son décès que petit à petit sa vie posthume s'est construite. Bon, aujourd'hui, tout le monde connaît Gustave Eiffel. Il a même cet insigne honneur qu'on lui attribue des œuvres qu'il n'a pas réalisées. Moi, on me téléphone souvent en me disant « j'ai vu un pont de Gustave Eiffel ». Bon, je regarde dans la liste dont je vous ai parlé tout à l'heure, je dis « je suis désolé, elle n'y est pas ». Donc, c'est assez extraordinaire. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Gustave Eiffel. La tour Eiffel est un bâtiment, je crois qu'avant le Covid, on était à 6 millions de visiteurs par an, qui venaient du monde entier. On ne pouvait pas venir à Paris sans monter sur la tour Eiffel. Voilà, donc c'est un personnage assez extraordinaire, assez intéressant, et j'espère que je vous ai intéressé en vous en parlant. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Seitz. C'était évidemment passionnant. Alors, il nous reste une douzaine de minutes pour que vous puissiez répondre à quelques questions. Alors, à la fois des questions de Pessac, n'hésitez pas, et puis des questions des autres salles posées par SMS, donc au numéro qui s'affiche 07 69 66 29 81. Alors, est-ce qu'il y a des questions à Pessac ou des questions dans les autres salles? Merci. Alors moi, je vais lancer la première question qui est évoquée dans le film, bien sûr, c'est les réactions de la presse, mais aussi des riverains, des artistes, des intellectuels, au fur et à mesure que cette fameuse tour est construite. Aujourd'hui, elle fait l'unanimité, ce n'était pas le cas au moment de la construction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors c'est très simple. La tour Eiffel a fait peur, très clairement. Plusieurs réactions. D'abord, les architectes ont trouvé qu'elle défigurait Paris.
puisqu'elle sortait du gabarit parisien habituel. Donc il y a eu une forte réaction des architectes. Il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque une protestation des artistes, dans lequel les architectes, beaucoup de musiciens aussi, des gens comme Gounod, Meissonnier, et puis d'autres, beaucoup d'écrivains, ont, au nom de l'art, tel qu'ils le concevaient, demandé qu'on renonce à la construction de la Tour Eiffel, qui était un espèce de suppositoire. Il y a eu des insultes absolument épouvantables qui ont été dites à ce moment-là. Et donc voilà. Donc il y a eu, et là, Eiffel a aussi, ça a permis à Eiffel de parfaire son discours sur la place de la technologie dans l'art. Ça a été très très important. Mais ça a été très très violent, très violent. Et puis il y a eu des gens qui ont eu peur, et en particulier les gens qui habitaient sur le Champ de Mars. Et donc il y a eu donc des procès d'habitants du Champ de Mars qui ont demandé qu'on arrête la construction de la Tour Eiffel de peur qu'elle ne tombe sur le toit de leur maison. Bon, ils ont tous perdu et Gustave a pu construire sa tour, mais c'est un peu le lot de tous les grands bâtiments. On peut de ce point de vue-là comparer un peu avec ce qui s'est passé le centre Pompidou, voilà, exactement. Ouais. Ouais, où il y a eu les mêmes débats, exactement, à 100 ans d'intervalle. Même débat et même réaction, c'est assez extraordinaire, ouais, les choses n'avancent pas vite. Alors, une question d'une autre salle. Excusez-moi, évidemment. Ça va revenir. Bonjour, quels outils archaïques ont été utilisés pour l'alignement des départs de l'arc des ponts? Merci et bravo pour votre intervention. Donc, pour les autres SMS, merci de noter d'où vient la question, le cinéma. Donc, par rapport à la préparation de l'alignement des arcs pour la construction des ponts... Oui, c'est vraiment archaïque, parce que ce sont, en fait, il faut imaginer que vous partez d'une rive, que vous boulonnez les pièces métalliques les unes aux autres, que ces pièces métalliques ont été dessinées avant d'être fabriquées, et qu'elles ont été fabriquées pour qu'à la fin elles forment une arche. Voilà, donc c'est tout bête. Alors il arrive un moment où on a des porte-à-fauteuils qu'il faut les retenir. On utilise des cordages, tout simplement. Et puis quand il faut relier les arches avec la partie horizontale, on fait ce qu'on appelle un lancement de cette partie horizontale. Ça se fait sur des rondins en bois. Enfin voilà, ce sont effectivement des procédés qui aujourd'hui nous paraissent ahurissants, quand on se demande vraiment comment ils ont réussi à le faire. Alors, un message qui nous vient de Jonzac, petite information, je suis habitant de Levallois-Perret. La tombe de Gustave Eiffel est la seule tombe qui est de travers pour être face à la tour Eiffel. Non, alors ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que cette tombe a été construite par Gustave Eiffel pour sa femme quand elle est décédée, et que quand sa femme est décédée, la tour Eiffel n'existait pas. Donc elle est effectivement tournée vers la tour Eiffel, mais c'est le pur hasard, hein. Ou alors on a choisi l'emplacement de la tour Eiffel pour que la tombe soit bien orientée. Oula, ça devient compliqué. Voilà. Oui. Alors, Eiffel a-t-il réalisé des ponts suspendus? Question d'Andernos. Non, ça n'existait pas encore à l'époque, non. Donc, toujours pas de question de Pessac, alors qu'il y a des questions ailleurs. Ah si, tout en haut là-bas. J'arrive. Oui, mais alors, on m'avait demandé avant là-haut, donc j'ai fait tout là-haut. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me répondre par rapport au démontage prématuré de la passerelle de Eiffel du pont de chemin de fer de Bordeaux? C'est-à-dire C'est-à-dire que, d'après ce qu'on avait vu, la passerelle avait commencé à être démontée, alors qu'en fin de compte, ils ont arrêté. Oui, ce qui s'est passé, c'est que la SNCF a construit un nouveau pont pour le TGV, que du coup la passerelle de Gustave Eiffel n'était plus utile et que la SNCF avait pensé la démonter. Sauf que il s'est monté très rapidement une association avec l'appui des membres de la famille Eiffel, d'historiens aussi qui ont beaucoup travaillé sur Gustave Eiffel, et que cette association a fait le forcing pour que la passerelle soit classée, ce qui a été le cas, et donc la SNCF a dû interrompre le démontage de la passerelle, et elle doit même maintenant la remettre en état. Il y a eu de nombreux projets qui ont été initiés
pour lui trouver une fonction, puisqu'elle ne peut de toute évidence plus être utilisée par les chemins de fer. Et donc, alors je ne sais pas où ça en est exactement, je pense qu'on va en faire une passerelle piétonne, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées, enfin voilà. Donc, mais c'est bien qu'elle ait été démontée, c'est pas parce que même si Eiffel n'était que chef de chantier, c'est qu'elle ait été protégée, pardon, excusez-moi. Oh là là, effacez Oui. ce que j'ai dit avant. Bonsoir. Oui, une question, disons, assez... Est-ce que pendant la construction de toutes les œuvres d'Eiffel, et notamment la Tour Eiffel, son bureau d'études était assujetti à un bureau de contrôle et à des contraintes d'assurance pour réaliser ces projets? Oui, alors on n'était pas du tout dans la situation contemporaine. Il y avait... il n'y avait pas de bureau de contrôle tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y avait des services de l'État qui étaient très fournis en techniciens et qui étaient dirigés par ces grands commis de l'État, les grands techniciens, les grands ingénieurs qui sortaient des grandes écoles publiques, en particulier polytechniques. Donc il y avait des services techniques très étoffés et qui surveillaient les travaux au titre de la maîtrise d'ouvrage, hein, puisque le rapport maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre existait déjà comme il existe aujourd'hui, mais il n'y avait pas véritablement de bureau de contrôle comme on l'imagine aujourd'hui. Et puis le problème des assurances était totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc il y avait une application beaucoup plus forte des constructeurs. Et Gustave Eiffel, je l'ai dit pour la Tour Eiffel, mais il ne l'a pas fait que là, s'est beaucoup impliqué personnellement et n'a jamais hésité à mettre sa fortune personnelle en jeu pour réaliser des projets qu'il jugeait très très importants. Donc, assurance ou pas assurance, c'était un fonceur, hein, il y allait, et puis bon, il avait suffisamment de flair pour faire en sorte que ça fonctionne bien, quoi. Alors, j'ai pas mal de questions, on va sans doute pas pouvoir les traiter toutes. Donc, une nouvelle question d'Andernos. Comment a été réglé le problème de la dilatation de l'acier ? Comment il a été réglé? C'est un des grands problèmes de la construction métallique, puisque l'acier est un matériau qui réagit beaucoup à la chaleur. Et donc, effectivement, il y a des écarts de dimensionnement très importants entre les moments où il fait chaud et les moments où il fait froid. C'est vrai sur la Tour Eiffel. Mais là, alors c'est vraiment une question de conception, c'est-à-dire qu'il faut trouver un bâtiment qui soit suffisamment rigide pour tenir debout, et qui soit en même temps suffisamment souple pour résister aux différences de température qu'il peut subir. C'est tout l'art de construction métallique, ça, mais on l'a encore aujourd'hui dans les constructions métalliques qu'on réalise au XXIe siècle. Oui. Alors, une question du cinéma de Bar-le-Duc. Jules Verne et Eiffel se sont-ils rencontrés? Merci et bravo. Maybe. Bon, d'accord. Ça n'est pas dans ses archives, en tous les cas, je ne me souviens pas d'avoir vu. Alors, une autre question. Y a-t-il eu des architectes qui ont fait appel rapidement à Eiffel, reconnaissant sa valeur? Charles Garnier, oui, pour Nice. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Mais il n'avait pas de mauvais rapport avec les architectes. Simplement, il a voulu que chacun soit à sa place. Et d'une certaine manière, il a initié il a beaucoup contribué à alimenter le débat architecte-ingénieur. Il n'était pas l'ennemi des architectes. Il était simplement celui qui disait, vous, architecte, vous savez faire un certain nombre de choses que moi, ingénieur, je ne sais pas faire, mais moi, ingénieur, je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. Voilà, c'était ça un peu le deal. Et bon, il avait de bonnes... Bon, je vous dis, Garnier, il s'est engueulé avec Garnier, hein, pardon pour le terme, je ne sais pas s'il restera dans l'enregistrement. Si, c'est dans l'enregistrement. À propos de la construction de la Tour Eiffel, parce que Garnier... bien qu'ayant construit l'Observatoire de Nice avec lui, a fait partie des signataires de la protestation des artistes. Et ça a été assez saignant entre eux. Mais ils se sont raccommodés après, alors tout va bien. Alors, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le projet de métro était-il aérien? Ça, c'est une question... Oui. 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 D'accord. Ensuite, en partie aérien, en partie souterrain, mais oui, beaucoup aérien, oui. Plus aérien que ne l'est oui.
Alors, une autre question. Qu'est devenue la fortune de Eiffel? C'est une question de Sablé-sur-Sarthe. Ben, je crois qu'il faut demander à ses descendants. Là. Voilà. Alors, non, mais enfin, l'immobilier a disparu. Enfin, ça a été vendu. L'hôtel particulier de Paris n'existe plus parce qu'il a été démoli par une opération immobilière. Le château à côté de Bordeaux est une résidence pour personnes âgées aujourd'hui. Je crois qu'en Suisse, l'ensemble existe toujours. À Ploumanac, ça existe toujours. Enfin voilà. Donc les bâtiments existent. Après, comment ça a été réparti dans la famille, là, je ne me suis pas. Alors, une double question. Donc, question de 7. Le pont Paul Doumer à Saigon est-il de Gustave Eiffel? J'ai pas la liste là sous les yeux. Il faudrait que je vérifie. Et est-ce que Gustave Eiffel a construit à Lisbonne? À Lisbonne, oui. Alors à Lisbonne, il y a une tour en métal avec un ascenseur que l'on attribue à Eiffel, mais qui n'est pas de lui. Alors est-ce qu'il y a d'autres opérations? Je n'en suis pas sûr, mais je n'ai pas vérifié avant de venir non plus. Je suis désolé, mais tout ça est un peu ancien. Là. Un oui, alors on va prendre une question de Pessac pour varier un peu. J'ai lu que la tour Eiffel avait été peinte. Est-ce vrai? Alors, non seulement c'est vrai, mais elle est peinte tous les 7 ans. Parce que alors, la tour Eiffel a la particularité d'être construite en fer. Alors le fer, c'est un matériau qui est très fragile, parce qu'il est très mou et qui est très sensible à la rouille. Ce n'est pas de l'acier, c'est vraiment du fer brut. Aujourd'hui, l'utilisation du fer est interdite dans la construction d'ailleurs. Donc elle est en fer, elle est donc très fragile et il faut la repeindre en permanence. Donc en gros, quand on a fini, il faut recommencer. Et je peux même vous dire qu'elle a beaucoup changé de couleur. Elle a même été rouge et jaune à un moment donné. Donc aujourd'hui, elle a une teinte qui est la teinte officielle de la tour Eiffel. On ne peut plus en changer, ça fait partie des règlements de la ville de Paris. Mais oui, elle est. Mais ils la repeignent en permanence. Et on change même des pièces parce qu'il y a eu il y a de besoin de le faire. Et c'est une très très grosse opération qui coûte beaucoup d'argent tous les ans à la Société de la Tour Eiffel, oui. Oui. Bien, un grand merci à Frédéric Seitz. Merci beaucoup.